S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. HPI, 3 lettres dont on serait très fier que nos enfants en font partie, c'est haut potentiel intellectuel. C'est un peu le sujet qu'on va développer avec vous, mais derrière le haut potentiel, il y a aussi des réalités. On va les développer avec vous, Emmanuelle Pelletier. On le rappelle, éducatrice Montessori, accompagnatrice justement de haut potentiel et de personnes hypersensibles, et vous êtes aussi psychopédagogue. Ça touche d'ailleurs combien de personnes vraiment, le haut potentiel? Parce qu'on entend cette expression aussi un peu partout. Ah, mon enfant, il est très intelligent, c'est un haut potentiel, c'est un HPI, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Non, effectivement, c'est plus un effet de mode en ce moment, parce que voilà, avec le progrès des neurosciences et autres, et donc tout à chacun peut se diagnostiquer HPI, sauf que ça touche seulement 2 à 3% de la population. Donc, il faut avoir raison gardée. Voilà, on peut avoir des capacités, une façon de voir les choses et autres, mais voilà, il faut savoir que c'est un pourcentage infime par rapport à la population et en fait, globale. pour être détecté HPI, il faut aller voir des professionnels qui vont vous faire passer des tests et qui vont être sur différents critères. Mais voilà, moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce test? Et moi, je suis plus dans cette dynamique-là, parce que tout à chacun peut passer un test, mais ok, et j'en fais quoi derrière? Et moi, quand j'accompagne des familles ou les enfants ou les adultes, c'est leur donner des clés justement pour apprendre à vivre avec. Parce que justement, il y en a qui le sont, ça peut être épanouissant et ils s'éclatent dans leur vie de tous les jours. Par contre, moi je rencontre des personnes, c'est complètement un blocage, un frein, et ça peut même parfois être vécu comme un handicap. Et je trouve ça vraiment violent parce qu'on leur permet pas de comprendre leur mode de fonctionnement. Et c'est ça moi que j'aspire à faire. C'est pas juste ok, t'es HPI, débrouille-toi avec, mais c'est ok, on a dit que c'était ton mode de fonctionnement. Et bien maintenant, je vais t'accompagner pour comprendre ton mode de fonctionnement et comment tu peux t'adapter et en parler autour de toi pour mieux le vivre. Donc on peut peut-être aussi resituer les choses. HPI, haut potentiel, c'est le fameux test que vous avez parlé, c'est le test du QI. Oui, sur c'est 150, le test, oui. Il faut avoir au-dessus de 130, c'est ça. Voilà, c'est au-dessus de 130, c'est une moyenne. En sachant que lorsqu'on fait ce test de passation, c'est à l'instant T, sauf que les personnes qui sont au potentiel, ça va les stresser, parce que c'est une succession de questions en un temps donné. Autant il y en a qui vont bien le vivre, mais il faut savoir que la notion du temps, c'est quelque chose qui est un facteur stressant pour les hauts potentiels. Donc à un moment donné, pendant ce test-là, ils vont perdre leurs moyens, alors que si on leur laissait complètement le temps, eh bien, ils auraient été largement capables d'y répondre. Donc ça, c'est un vecteur qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte. Et il y a d'autres caractéristiques comme ça qui vont vous permettre de dire peut-être que... D'ailleurs, c'est lesquelles, les caractéristiques? C'est cette fameuse pensée arborescente. Moi, j'aime bien dire que ça fait pop-up dans la tête. C'est qu'une idée va en amener une autre, et puis une autre, et en fait, ils ne s'arrêtent pas. Si bien qu'ils ont toujours une longueur, un train ou d'avance sur les autres, parce qu'ils arrivent à se projeter. Et ils sont toujours en quête de sens. Ils ont besoin d'être nourris. Donc, ils vont être tout le temps en train de poser des questions. Alors, ça peut être déstabilisant parce que parfois, en tant que parent ou même en tant que professionnel, on n'a pas tout le temps les éléments de réponse. Mais c'est ça qui les met en mode projet. Et à l'école, c'est même des enfants qui ont tout de suite la réponse. Mais ils vont pas trouver d'intérêt à aller développer, par exemple, un problème de maths. À quoi ça sert? J'ai l'élément de réponse. Donc, ils ont toujours ce train d'avance et c'est les amener à prendre conscience de ça. Et il y a aussi, ils ont un fort esprit critique. Ils ont de fortes intuitions. Et pareil, ils ont une forte empathie. En fait, ils ont beaucoup de choses en plus fort. Et c'est justement leur permettre de comprendre, de quelle manière ils vont pouvoir comprendre leur mode de fonctionnement et quels outils ils ont à leur portée, justement pour pas être tout le temps dans le trop et arriver aussi à s'économiser d'un point de vue énergie, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie de faire tout ça. Donc souvent on a le cliché un petit peu des séries américaines, les hauts potentiels un peu sur le côté du banc ou dans la cour, un peu en mode geek sur le côté, un peu délaissé par les camarades. C'est aussi des personnes qui ont du mal à rentrer dans le moule, ou c'est cliché cette image. C'est pas cliché, c'est un fait avéré en fait. Dès qu'on a un mode de fonctionnement différent, on peut se sentir en dehors du cadre et en dehors de ces cases, parce qu'on se dit mais je comprends pas, moi je ressens ça, les autres non, je comprends pas, je vais plus vite, les autres non, et on est en mode question. Alors c'est soit on a vraiment
un entourage qui va nous accompagner à comprendre notre mode de fonctionnement, qui va être à nous rassurer. Par contre, si on n'a pas cette dynamique-là, c'est là où on peut se mettre en retrait. À l'école, il y a des enfants qui vont se mettre en retrait ou au contraire qui vont rentrer dans les cases pour faire comme les autres. Et c'est surtout chez les filles qu'on va retrouver ça. Elles ont vraiment cette capacité à se suradapter pour rentrer dans les cases. Donc en fait, elles vont complètement s'inhiber, cacher leur potentiel pour faire comme les autres. Et chez les garçons, on a plus tendance, certes, il y en a qui vont faire cette dynamique-là, mais on va plus tendance à les voir être, comme je reprends votre terme, les cancres de la classe. Parce que ils ont pas envie qu'on les rende dans cette case-là, mais ils ont plus envie d'avoir cet esprit rebelle. Donc ça va être des enfants soit qui vont complètement s'ennuyer en classe, soit qui vont faire le pitre pour se faire remarquer. Mais c'est comme un signal d'alerte, en fait. C'est en disant, là, je suis pas bien, fais quelque chose pour moi, pour m'aider. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi, à ce qu'on peut voir comme profil au sein des classes. Alors, avant de se quitter, pour résumer, pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants à haut potentiel ou qui s'en approchent, parce qu'on peut aussi s'en approcher, ou c'est vraiment que les 2 ou 3% haut potentiel qui ont ces caractéristiques-là? Non, on peut en avoir, bien sûr. Mais là, chez les hauts potentiels, c'est vraiment des caractéristiques qui viennent les nourrir. Après, il y a d'autres facteurs, on pourrait en parler pendant des heures, mais chez ces personnes-là, c'est des personnes qui vont être vraiment dans la notion de perfection. Il faut que tout soit parfait. Et ils ont tellement de facilité, en fait, qu'ils vont avoir peur de tester des nouvelles choses. Donc, ils vont pas se lancer. Donc, ça va être plus un frein pour ça. Ils vont avoir aussi la peur du changement. Et pour s'adapter, justement, on parle souvent du phénomène de caméléo. C'est-à-dire que, ils vont réussir à s'adapter à la situation, à l'entourage qui est autour d'eux, à un projet qu'on va leur demander, ou au contraire, ils ont tellement de capacités qu'ils vont avoir cette casquette, on dit, de l'imposteur. Ah mais oui, mais non, en fait, je sais pas moi, en fait, c'est facile. Enfin voilà, on va toujours trouver 1001 excuses pour dire non mais en fait, il y a toujours mieux que moi. Parce que justement, ils ont cette capacité à vouloir se sous-adapter pour justement rentrer dans les cases. Et c'est vraiment un gros manque de confiance en soi qui peut arriver derrière. Justement, parlons des hauts potentiels intellectuels à l'adolescence et jeune adulte. Eh bien, ça va être les mêmes caractéristiques. C'est vraiment y faire attention. C'est, par exemple, les ados, on en parlait tout à l'heure au niveau de l'école, c'est comment ils sont, dans quelle dynamique ils sont au collège. Est-ce qu'ils sont épanouis ou au contraire, est-ce qu'ils sont dans un mutisme? Est-ce qu'au niveau scolarité, c'est de manière constante ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir des hauts et des bas? Est-ce qu'ils arrivent à avoir un cercle d'amis ou est-ce qu'au contraire ils ont des maux de ventre parce qu'ils ne veulent plus aller à l'école? Il y a des enfants au potentiel, ils sont complètement déscolarisés parce que ils sont pointés du doigt, parce que ils peuvent être sujets à des harcèlements, parce que l'école ça les angoisse. Donc c'est vraiment faire attention à tout ça en tant que parent. Et on retrouve tout ça aussi dans le monde des adultes, tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc dès que vous ressentez ces choses-là, il faut vraiment pas hésiter à en parler. C'est pas se dire moi je suis comme ça ou un effet de mode. C'est vraiment se connecter à son mode de fonctionnement, à ce qui fait écho chez nous, à ce qui vient nous nourrir et comment on peut y arriver. Et pour finir, les hauts potentiels intellectuels, des ados ou adolescents qui se retrouvent à la fac. Oui. Comment on peut les gérer? Parce que là, souvent, des fois, ils sortent du cocon familial alors qu'ils sont encore mineurs. Ça peut être très compliqué aussi à suivre. Alors, on a tendance à dire qu'on attire les personnes qui font écho chez nous, qui ont le même mode de fonctionnement. Donc peut-être qu'ils vont se retrouver ensemble justement et ça va leur faire du bien. Après, c'est des personnes qui peuvent être isolées. Donc c'est vraiment pareil au corps enseignant, aux facultés, d'avoir conscience de ça pour justement ne pas les laisser de côté. Parce que qui dit cours universitaire, il y a aussi des TP, il y a des TD, où là ils sont plus en petits groupes et c'est là où les profs ont une visibilité beaucoup plus claire sur les enfants, les ados. Les étudiants, qu'ils ont. Et là, c'est vraiment porter plus un regard à ce moment-là sur comment ils sont dans la classe, comment ils s'investissent par rapport à les copies qu'ils peuvent rendre et puis les interactions qu'ils créent entre eux. C'est vraiment propre à chacun après. Alors, pour se quitter, votre conclusion pour les HPI, pour les accompagner en tant que parents? En tant que parent, c'est pas se mettre la pression, accepter que son enfant ou son ado fonctionne comme ça. C'est génétique, donc si votre enfant est comme ça, peut-être que vous aussi,
Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. Et ça va aussi forcément vous renvoyer des choses en effet miroir. Parce que peut-être que vous fonctionnez comme ça aussi depuis tout petit, mais on vous a mis un gros mouchoir par-dessus. Et ça va faire venir écho, ça va faire résonner des choses chez vous. Ça va même, j'ai tendance à dire, gratouiller des choses. Et il faut vraiment l'accueillir avec bienveillance. Et après, soit vous pouvez mettre des choses en place à la maison, soit il y a plein de professionnels justement qui peuvent vous accompagner dans cette dynamique pour accompagner votre enfant, mais aussi mieux comprendre votre propre mode de fonctionnement. Emmanuelle Pelletier, éducatrice Montessori, vous êtes également accompagnatrice d'haut potentiel intellectuel et de personnes hypersensibles, et vous êtes psychopédagogue basée à Bru. À très bientôt. Merci. À très bientôt, merci bien.